Mali, Ghana, Togo, ce sont nos trois sujets ce soir autour du plateau. Firmin Teko Agbo, Francisco Napokoura et Jean-Paul Agbo Akolete. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Samuel. Oui. Le Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a appelé lundi soir les Maliens à l'union sacrée derrière leurs armées, afin que l'existence même du pays qui est en jeu, selon lui, après les attaques les plus meurtrières subies depuis des années des mains des djihadistes. Dans un message à la nation publié après un nouveau week-end meurtrier, le président Ibeka, qui avait décrété très tôt dans la matinée 3 jours de deuil national, souligne la gravité de la situation. Il met en garde contre la tentation de tomber dans le piège de l'ennemi qui est de nous opposer les uns aux autres et de saper le moral de nos vaillants combattants. Jean-Paul Agbo, beaucoup de discours de la part d'Ibeka, il en fait beaucoup dans le genre en ces moments-ci, mais peu de choses concrètes pour remédier à la situation. Non, on peut dire qu'il a raison d'appeler à l'union sacrée parce que face à la situation, il faut une mobilisation de toutes les couches socio-professionnelles, de maliennes et puis toute la classe politique derrière celui qui est le chef des armées. Mais en même temps, effectivement, ça fait des mois, voire des années, que cet appel est plus ou moins lancé. Et que beaucoup de discours sont faits. Et ici, dans ce même studio, on parlait il y a quelques semaines du fait qu'on fêtait quelque part quelques victoires que je qualifierais de marginales. Mais en réalité, la situation n'a pas cessé de s'empirer, malgré la présence des forces internationales, des forces françaises, des forces sous-régionales, etc. Donc, effectivement, on a l'impression que Ibeka est un président démuni qui ne sait plus véritablement à quel sein se vouer. Mais en même temps, à sa décharge, on peut dire que le Mali tout seul ne parviendra pas à bout de ces groupes djihadistes, ni le Burkina d'ailleurs. Ça ne peut être qu'une réponse collective qui irait au-delà de la sous-région parce que nous n'avons pas les moyens des renseignements, nous n'avons même pas les moyens militaires pour venir à bout de ces menaces qui, de jour en jour, comme je l'ai dit, prend de l'ampleur. La deuxième chose que je voulais ajouter, c'est le fait que la réponse ne peut pas qu'être militaire. C'est vrai qu'il est important d'écraser ces groupes djihadistes, mais il faut aussi, j'allais dire, couper tout ce qui alimente tous ces groupes. Il y a un certain nombre d'Africains qui prennent la mer quotidiennement et ceux qui, dans ces zones, ne peuvent pas ou ne veulent pas prendre la mer, rejoignent ces groupes. Donc, il faut aussi apporter des réponses politiques, des réponses sociales à toutes ces populations qui, aujourd'hui, sont désœuvrées, sont un peu livrées à elles-mêmes. Alors, Firmin Teko Agbo, vous avez l'impression qu'en tenant ce discours, on peut simplement dire que c'était le discours de circonstance ou bien Ibeka sent qu'il y a une fissure entre le peuple et son armée. Non, ça prouve déjà que c'est quelqu'un qui est dépassé. Mais je peux dire, quand il parle de la gravité de la situation, une situation tellement grave, je me dis, mais il vient dans un monde qui est déjà trop vieux. C'est même pas maintenant qu'il va nous dire que la situation est grave. Ça fait déjà plus de 5, ça fait déjà des années que les populations maliennes vivent de telles situations. C'est ça même qui a favorisé le fait que son prédécesseur soit parti. Le capitaine là qui était là aussi, c'était Sanogo. Et Sanogo aussi était là. C'est tout ça là qui a engendré son accession au pouvoir. Mais il est arrivé au pouvoir en 2012 ou 2013. On ne sait pas ce qu'il a fait. Si c'est maintenant aujourd'hui, il va dire que la situation, il va qualifier la situation de grave. Je me dis qu'il n'est pas entreprenant, qui s'amuse un peu avec la vie des Maliens, de ses concitoyens. Parce que en réalité, en sa qualité de chef d'État, de chef suprême des armées, il devait prendre des mesures trop sérieuses. Bien sûr, il peut appeler à la mobilisation de tous, comme Jean-Paul Agbo l'a dit, de la mobilisation de toutes les couches socio-professionnelles. Mais encore faut-il qu'on se pose un certain nombre de questions par rapport à l'armée malienne.
par rapport au renseignement, par rapport aux moyens. Voilà, qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à ça? Bien sûr, on va appeler à la mobilisation de tous, mais si l'armée malienne n'est pas tellement efficace, si les renseignements ne sont pas efficaces, je pense que tout le monde va se mobiliser, mais les djihadistes vont venir tirer sur tout le monde. Donc les gens vont se dire, peut-être on va dire, bon, il y a des djihadistes, il y a des éventuelles attaques qui se préparent ici, on va dénoncer les gens, mais si vous n'êtes pas bien équipé, vous n'êtes pas bien formé, alors je pense que tout ça, là, ça ne servira pratiquement à rien. Donc la première des choses qui sera importante à faire, c'est de revoir le budget au niveau des renseignements. Au niveau des renseignements. Ibeka avait dit quand il était à Sochi, en Russie, qu'il met déjà 22% du budget national dans la défense. Ah oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, ça. Il y a d'autres priorités aussi. Il y a d'autres priorités, mais il faut revoir ça. Et à ce niveau aussi, on parle de la formation. Parce que, en réalité, quand vous voyez un peu la France aujourd'hui, peut-être 2 mois, 3 mois après, on vous dit il y a tel nombre d'attaques qui ont été déjouées, tout ça. Ça veut dire que les attaques se préparent dans presque tous les pays. Mais c'est parce qu'en France ou dans certains pays occidentaux, on a assez de moyens et au niveau des renseignements pour avoir toutes les informations pour pouvoir déjouer ces attaques-là. Mais ici aussi, soit on revoit nos moyens, on revoit la formation. La formation, on sait que bon, nous-mêmes Africains, on a assez de lacunes. Mais ce qu'il faudrait, c'est quoi? C'est de revoir ou de renégocier avec les Occidentaux. Il y a déjà le G5 Sahel qui ne fout pratiquement rien. Parce que ça veut dire des années. Barkhane aussi est là qui ne sert pratiquement plus à rien. Le G5 est là, les Américains. Oui, les Américains ont mis assez de millions de dollars, l'Union européenne a mis assez de millions d'euros. Des bonnes volontés aussi se sont manifestées, mais tout ça là ne sert pratiquement à rien. Alors, moi, ce que je proposerais, il faut réorganiser soit le G5 Sahel, il faut renégocier une nouvelle formation avec les Occidentaux pour que nos armées arrivent à être bien professionnelles, à se professionnaliser davantage et voir si on peut encore nous donner un peu de moyens pour pouvoir équiper nos renseignements. Sinon, ça va être tellement compliqué. Hein. Francisco, le président dit, dans ces circonstances particulières, graves, où la stabilité et l'existence de notre pays sont en jeu, notre seule réponse doit être l'union nationale, l'union sacrée autour de notre armée nationale. Mais vous vous rappelez l'attaque qui a précédé celle du 1er novembre? On a vu, il y a eu une quarantaine de soldats tués. Les femmes des soldats étaient sorties et d'autres personnes sont sorties, n'ont jamais désavoué l'armée. Elles ont plutôt dit, donnez à nos épouses, donnez à notre armée les moyens de combattre. Mais justement, de quels moyens ces hommes en armes, ces militaires, disposent pour aller lutter contre les soi-disant djihadistes? Moi, je mets toujours, désormais, je mets entre guillemets ce mot djihadiste qu'on emploie partout lorsque un pouvoir est menacé ou lorsque... Donc, on était ici lorsqu'on nous a dit que des hélicoptères de combat ont été achetés sous le même président, oui. Et c'était de mauvais appareils. Donc, il faut voir les armes qui ont été... corruption dans l'armée malienne. Dans l'armée malienne, oui. Les armes qui ont été achetées, qu'on achète, est-ce que ces armes répondent? Est-ce que les munitions même correspondent aux armes? Est-ce que vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses. L'approvisionnement en matériel stratégique, des choses. Mais Ibeka appelle les gens à l'union sacrée. Mais quelle légitimité? Est-ce que vous voyez? Il y a un problème. Pour son deuxième mandat, il avait forcé. On était là, on voyait comment il a forcé pour. Aujourd'hui, même quand il parle, quand vous l'écoutez, on n'a pas l'impression d'écouter un chef d'État, un homme d'État en train de parler. C'est comme un Molenson quelque part qui parle. Donc moi, quand je l'écoute, je n'ai même pas l'intention d'écouter que c'est la voix d'un président que j'écoute, qui peut donner les ordres et qui peut dire, on dit chef suprême des armées. Donc cette affaire de djihadisme, finalement, il faut qu'on soit clair. Peut-être c'est là-bas qu'il a manqué. En fait, c'est l'invasion impérialiste. C'est le sous-sol du Mali, du Niger, comment l'appelle-t-on, du Burkina Faso. C'est ça qui attire. Et les gens font tout pour créer des problèmes et habiller peut-être de paisibles populations, peut-être qui sont des djihadistes. Parce qu'il faut arriver à renvoyer les gens de ces espaces pour qu'ils ne se revoient pour dire des choses. Donc, en fait, il sait que s'il avait dit, demander aux populations l'union sacrée contre aujourd'hui le colon, aujourd'hui c'est ça, contre
cette invasion de l'Occident, et peut-être que le lendemain, il aura un Sanogo derrière. Et il a transformé et dit djihadiste. Et ça, c'est plus sûr parce que lorsque vous voyez l'armée malienne, l'armée burkinabé, tout ça là, mais ils ne sont pas en guerre. Normalement, la situation qui se présente, c'est que on doit déclarer une situation de guerre et que les armes, les moyens soient, n'est-ce pas, orientés vers là où se passe. Il y a aussi le caractère asymétrique de... Oui, mais on sûr. doit sentir. On connaît doit pas sentir. l'ennemi. Et puis lorsque nous prenons tout ce monde-là avec les thèmes, les G5 Sahel, l'amunissement, qui font perdre même nos hommes. Il y a des Togolais qui sont des militaires qui s'en vont mourir pour un combat quelque part. Donc si on voit les États-Unis, l'Allemagne, tout, qui mettent des moyens et qui n'arrivent pas à venir à bout, n'est-ce pas, de ces groupuscules, on peut dire. Parce que ce ne sont pas des gens aussi qui sont nombreux quelque part, qui peuvent faire front. Comme vous le dites, c'est des guerres. Donc, si on arrivait à déclarer ces pays en état de guerre, et on dit on veut combattre ceux-là qui foutent le bordel, on peut les combattre. Sauf que ce que je dis, les gens ont, il y a d'autres idées en dessous, ce n'est pas en tant que tel des djihadistes, mais donc, voilà, c'est habillé. Jean-Paul, j'évoquais tout à l'heure le côté asymétrique de ce combat, mais en même temps, quand on regarde la situation au Mali, on n'est plus vraiment dans un conflit asymétrique, on a du corps à corps, des gens qui viennent, qui attaquent l'état-major, qui font des dégâts importants, et cette armée a du mal à riposter. Non, enfin, pour ma part, je pense que le caractère asymétrique de cette guerre, ce n'est pas tant dans le fait que il n'y a pas de corps à corps, il y a du corps à corps. C'est le fait que ce n'est pas un ennemi qui a un territoire identifié, une armée plus ou moins conventionnelle et qui fait une guerre, j'allais dire, conventionnelle. C'est pour ça que je ne partage pas vraiment ce que Francisco a dit. C'est vrai qu'il y a forcément une dimension géostratégique dans ce qui se passe. Il y a des intérêts, y compris occidentaux, dans ce qui se passe dans cette zone, mais on ne peut pas non plus balayer le fait que ces gens-là, tu arrives dans des hôtels, comme ça s'est passé au Burkina, ou dans des lieux de villégiature, comme en Côte d'Ivoire, ou même au Mali, issus des marchés, et qui se font sauter avec des bombes ou qui tuent de paisibles populations. Donc, ça, c'est des faits. On ne peut pas non plus nier ça et mettre ça sur le dos de l'impérialisme, du colonialisme. Ça existe, mais en même temps, effectivement, il y a des groupes, il y a des gens qui pensent qu'il faut instaurer dans ces zones-là la charia, qu'il faut instaurer des zones islamisées où on appliquerait les préceptes dévoyés ou mal compris de l'islam. Donc c'est des réalités aussi qui existent qu'on ne peut pas balayer du revers de la main. Je vous propose de marquer une courte pause et on revient juste après.